celui du rapatriement des enfants de djihadistes, ces Français qui sont partis faire la guerre au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et en Irak. Les parlementaires, un certain nombre d'entre eux plus exactement, emmenés par Bérengère Poletti, qui est député Les Républicains des Ardennes, a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander que devenaient ces enfants. Il faut qu'une évaluation soit diligentée dans les plus brefs délais par le gouvernement sur les conditions d'accueil, précise ce courrier, avant toute nouvelle admission, afin d'adapter notre qualité d'accueil. Alors, d'après les chiffres dont nous disposons, il y a déjà 169 enfants qui sont rentrés et 35 d'entre eux venaient de camps syriens qui sont sous le contrôle kurde, et il resterait encore 300 enfants dans les camps syriens. Le retour de ces enfants est complexe parce qu'ils reviennent en général avec leur mère, laquelle est incarcérée dès son arrivée en France, et donc ces enfants sont placés par l'aide sociale à l'enfance, et compte tenu des horreurs qu'ils ont vécues, il y a évidemment de graves difficultés. Olivier Babot, il y a un article du Figaro sur ce sujet qui a suscité un grand nombre de commentaires, on en était à 350 tout à l'heure, qui sont presque tous négatifs. C'est-à-dire qui considèrent que ces familles ont fait des choix et que c'est triste pour ces enfants, mais qu'il ne faut pas rapatrier ces gens. Et ce décompte est révélateur des sondages. Sur le principe, est-ce que vous considérez que la France a le devoir de récupérer ces enfants, et comme on ne peut pas les prendre tout seuls, de rapatrier aussi leur mère, ou bien est-ce qu'il faudrait qu'ils assument leurs responsabilités ? Je crois qu'il faut être très clair. Pour la nationalité française, si je ne me trompe pas, c'est une forme de droit du sang, c'est-à-dire que si vous êtes fils de Français, vous êtes Français. À partir du moment où vous avez la nationalité française, la France a un devoir envers vous, un devoir d'une forme de protection. Quand vous êtes un enfant, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos parents. Aussi mal qu'aient pu agir vos parents, vous ne pouvez pas en être considéré comme responsable, c'est ma position. Donc je trouve que c'est à l'honneur de la France d'avoir une aide sociale à l'enfance qui prenne en charge ces enfants en prenant en compte probablement le caractère particulièrement difficile de leur situation, des traumatismes, vous en avez parlé, peut-être des gens dont à terme qui devront faire l'objet, je ne sais pas, peut-être quand ils seront plus grands, d'une surveillance particulière, j'en sais rien, mais a priori ce ne sont pas des citoyens de seconde zone. Tant qu'ils ont cette nationalité, et leurs parents l'ont aussi, eh bien, c'est le principe qu'on doit soutenir, on doit les accueillir, on doit les rapatrier si on en a la possibilité. Même s'ils peuvent constituer une forme de menace, c'est ce que considèrent nos internautes, à 72%. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de fait de violence commise par ces enfants de retour en France, même si on signale l'un d'entre eux de 12 ans qui aurait fait le signe d'un égorgement vis-à-vis d'une personne qui était en charge de s'en occuper. Guillaume Bigot, il y a le rapatriement des enfants, puis il y a le fait aussi qu'il faut les rapatrier seuls ou avec leurs parents. Ce sont des choix difficiles. Les parents et surtout les hommes, la France n'en veut pas, et elle a bien raison. Ils ont pris les armes contre le pays, ils sont des bombes à retardement. Les femmes, souvent, ont mené la vie très dure aux populations locales. Et d'ailleurs, ces femmes aussi ont des comptes à rendre parce que il y avait non seulement le zèle des nouveaux convertis, il y avait cette extrême brutalité dont ont témoigné beaucoup de Syriennes et beaucoup d'Irakiennes, parce que vous savez qu'elles étaient souvent chargées de la police religieuse, et elles étaient particulièrement cruelles et redoutées de la population. Donc souvent, ces femmes ont des comptes à rendre localement aux Syriens et aux Irakiens qu'elles ont malmenés. Ensuite, ces enfants, effectivement, ça percute complètement notre vision rousseauiste des choses, puisque on est très très influencé par cette idée de Rousseau que l'enfant naît naturellement bon et c'est la société qui le rend méchant. Alors, effectivement, là, ils ont été dressés souvent
pour être ce qu'ils appelaient les lionceaux du califat, comme tous les idéologies totalitaires. Ils misaient sur la fabrication d'un homme nouveau, et cet homme, il devait être sans pitié et abattre le couffard, de sorte que certains de ces enfants ont joué avec des têtes humaines, ont eux-mêmes égorgé, etc. Donc évidemment, c'est très compliqué. Je crois que la césure, la coupure, c'est quand même l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant et l'adolescent. Je ne suis pas spécialiste du tout, mais il me semble que les jeunes enfants sont probablement amendables, et probablement la France, effectivement, se grandirait à accueillir ces enfants, à les remettre à leurs grands-parents, en tout cas si c'est possible, ou alors des familles d'accueil, et l'aide sociale à l'enfance quand même sait faire ça et peut se charger de ça. Les adolescents, les jeunes adultes, etc., ça paraît quand même beaucoup plus compliqué. Ensuite, il y a un autre problème qui apparemment est un problème juridique auquel s'est heurté l'État, c'est que dans notre droit, seul un magistrat peut décider de séparer un enfant de sa mère. Et apparemment, dans les camps, sous la surveillance des Kurdes, ou d'ailleurs en Irak comme en Syrie, si la mère est d'accord, on peut séparer l'enfant et le rapatrier. Mais l'État français craint qu'une fois l'enfant ici, il y ait des recours qui soient formés et que ça devienne une situation, disons, un casse-tête juridique et juridiquement infernal. Donc en réalité, je pense que les jeunes enfants, oui, ils sont probablement amendables, oui, il faut probablement les rapatrier. Les femmes ont des comptes à rendre, et à mon avis, elles ont aussi des comptes à rendre, et peut-être surtout des comptes à rendre sur place aux gens qu'elles ont persécutés. Donc si on ramène des enfants, c'est probablement sans les mères. Et quant aux enfants trop âgés, il faut demander aux spécialistes, mais ce sont probablement des bons retardements, ça c'est sûr. Je précise que nous n'avons pas réussi à retrouver, en tout cas je n'ai pas réussi à retrouver, des statistiques par âge de ces enfants. Donc en fait on ne sait pas l'âge qu'ils ont et jusqu'à quel âge est-ce qu'ils sont rapatriés. Mais pardon, mais s'ils sont nés dans le califat, on peut imaginer qu'ils ont entre 5 et 10 ans, quoi, à peu près, probablement, en moyenne. Effectivement, depuis le début du conflit, des enfants qui depuis tout petits ont été élevés dans une doctrine comme celle de leurs parents ne peuvent pas être libérés de ceux dont on les a imprégnés, nous dit Patrick. Julien, les rapatrier, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait un suivi psychologique et éducatif rigoureux. Olivier Babos, le principe... L'idée qu'on puisse, peut-être de façon plus systématique, séparer les enfants de leurs parents, ça vous choque ou après tout, est-ce que ces femmes et ces hommes d'ailleurs ont fait le choix d'aller là-bas? On peut dire que ce sont devenus des ennemis de la France puisqu'ils ont pris les armes contre nous, même de façon indirecte, et que donc, tant pis, ou alors non, c'est pas humain. Malheureusement, ça arrive assez souvent, quand des parents sont condamnés à la prison, ils sont séparés de leurs enfants, quand des parents d'ailleurs sont jugés nocifs pour leurs enfants. J'ai l'impression quand même que là, c'est le cas, de mon point de vue. Ils sont séparés de leurs enfants. Donc non, c'est pas choquant, c'est toujours regrettable, mais c'est pas choquant quand vous avez des parents dont on peut penser qu'ils ont une forme de toxicité. Alors après, la surveillance, c'est plus généralement le contrôle de toutes les formes de radicalisation. Là au moins, on a leur nom, on sait qui c'est. On va s'en occuper. C'est pas un nombre qui paraît pour l'instant dans 169, peut-être plus les 300, on ne sait pas très bien. C'est un nombre qu'on peut aborder. Sans doute, c'est un traitement particulier, c'est un suivi particulier. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement, il faut pas les traiter. En tout cas, il ne faut pas que ce soit uniquement les méthodes de n'importe quel enfant, de l'aide sociale à l'enfance. C'est probablement des choses à inventer, mais on peut. C'est tout l'honneur de notre civilisation de donner sa chance à un enfant aussi. Est-ce que les enfants de nazis ont été arrêtés? Est-ce qu'on a considéré qu'ils étaient bons à acheter, qu'il n'y avait rien à faire? Absolument pas. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas malheureusement des enfants déjà radicalisés, mais ça veut dire aussi qu'il y aura des gens qui ont une vie tout à fait normale et ça sera notre honneur de l'avoir permis. L'autre sujet, c'est celui des parents. Là aussi, il y a débat au sein de la classe politique pour savoir si ils doivent être jugés en France, parce que c'est à la justice française qu'ils doivent rendre des comptes, ou bien est-ce qu'ils doivent rester sur place et c'est au pouvoir en place, en Irak, en Syrie, ou éventuellement dans les régions dominées par les Kurdes qui doivent les juger, les sanctionner. Qu'en pensez-vous, Guillaume Bigot? Écoutez, il faut demander aux intéressés d'abord. Les premiers intéressés sont les Irakiens et les Syriens. Et c'est là où ils ont commis leur forfait et leurs méfaits. Donc je pense que c'est là où ils doivent rendre des comptes et où la justice doit être rendue par les Syriens et par les Irakiens. Ensuite,
derrière, alors l'exemple des Hitlerjugend est très bon parce qu'il y avait des études de sociologues américains dans les années 70, il y a beaucoup de cadres de la démocratie chrétienne ou des socialistes en Allemagne. C'est des gens qui ont fait la République fédérale d'Allemagne démocratique qui étaient des Hitlerjugend. Et les Hitlerjugend, on a complètement refoulé ça. Mais en réalité, c'était des gens qui étaient dressés à la haine, dressés à la cruauté. La doctrine hitlérienne, d'ailleurs, elle se rapproche en cela de la doctrine djihadiste, c'était vraiment d'arracher toute espèce de pitié. Et c'est ça qui est pour ces fous sanguinaires qui est formidable chez les enfants, c'est c'est une page blanche, ils sont extrêmement malléables. Donc, en ce sens, c'est l'idée de Rousseau est évidemment fausse. C'est pas, le bien n'est pas installé dans le cœur de l'enfant. L'enfant, il devient d'une certaine façon ce que l'adulte, il résulte d'un façonnage culturel par l'adulte. Bon, parenthèse fermée. Donc, pour répondre à votre question, je pense que aussi ce qui fait peur et la surréaction probablement de l'opinion publique est due au fait que d'une certaine façon, cette idéologie, tout le monde le sait, on feint un peu de pas trop y penser, elle nous infecte en fait, elle est déjà là, il y a des gens qui sont convaincus par ces idéaux, etc. On a du mal à évaluer la dangerosité. Bon, il faut ni en faire une vision alarmiste en disant que ça y est, toutes les banlieues sont devenues djihadistes, c'est complètement faux, mais ni non plus faire les autruches en réalité, mais il y a ça. Et donc on se dit, il y en a un qui est rapatrié, c'est déjà un de trop, et ça va continuer à faire des émules, c'est ça que nous craignons. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ils sont venus de chez nous d'abord, et c'est chez nous qu'ils ont souvent été radicalisés, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce chemin et cette démarche d'aller prendre les armes et de faire le djihad. Donc de toute façon, il faut bien expliquer à la population que le mal est déjà chez nous et qu'il faut l'affronter. Et enfin, pour terminer, ce qui est très différent de la situation du Troisième Reich en 1945, c'est que l'idéologie nazie a été écrasée avec le Reich. Et donc il y a eu un écrasement militaire. Donc là, il y a eu un écrasement militaire de Daesh, mais il n'y a pas eu du tout d'écrasement militaire, d'écrasement de l'idéologie. Au contraire, dans la doctrine djihadiste, la doctrine des surhommes nazis, c'était qu'ils étaient les plus forts. Alors là, ils n'étaient pas les plus forts, ils ont été ensevelis sous les bombes incendiaires anglo-américaines. Donc là, maintenant, après, les Allemands ne sont pas devenus gentiment démocrates, ils ont été écrasés. Et ensuite, évidemment, dans leur doctrine à eux, ils ne pouvaient plus prétendre être les plus forts. Dans le djihadisme, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un culte du martyr. Et donc là, évidemment, au contraire, plus on en tue, et plus ça suscite des émules. C'est ça qui est très gênant. Olivier Babot, c'est sans doute pour ça que les responsables politiques de notre pays sont très, très discrets sur ce sujet. On se souvient que Éric Dupond-Moretti avait dit qu'il était favorable au rapatriement des djihadistes eux-mêmes pour être jugés en France. Depuis qu'il est garde des Sceaux, il ne s'exprime plus là-dessus. Et si les Français sont très majoritairement contre ce rapatriement, c'est sans doute parce qu'ils se disent ils vont continuer en France, d'une manière ou d'une autre, à faire prospérer cette idéologie. Je crois que ce sujet, effectivement, est un sujet qui provoque beaucoup de malaise parce qu'en réalité, il nous montre le miroir de nos propres problèmes parce qu'en effet, il ne serait jamais parti si le problème n'était pas chez nous. Donc le problème, il est moins, c'est quelques centaines d'enfants éventuellement qui vont revenir que le fait qu'on sait très bien que ça existe déjà chez nous, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est partout, mais on sait que c'est là. Et malheureusement, on a régulièrement quelques fous dont on ne sait pas très bien quelle est la part de la pathologie psychiatrique. Et puis, on sait que malheureusement, l'endoctrinement est aussi un endroit sur lequel les pathologies psychiatriques ont beaucoup de prise. C'est-à-dire que ça déclenche, ça aide. C'est un phénomène qui va aider à la cristallisation et qui fait que, il y a beaucoup de dingues, évidemment, qui font presque heureusement du terrorisme low-tech, low-cost, c'est-à-dire un terroriste qui va malheureusement, c'est toujours affreux, va tuer des gens, mais c'est pas un terroriste à la 11 septembre préparé avec plusieurs milliers de morts et quelque chose. Ça va pas très très loin, mais c'est terrible parce qu'on a l'impression que justement c'est insaisissable. On n'arrive pas à le prévoir, que le passage à l'acte ne peut pas se prévoir. Et je crois que c'est la vraie angoisse en fait qu'on a tous aujourd'hui. C'est cette espèce de terroriste qui provoque vraiment au sens propre la terreur, la peur du fait que n'importe qui sur un trottoir, sur n'importe quelle ville de France et de Navarre peut à tout moment retrouver quelqu'un comme ça. Je crois que c'est surtout ça aujourd'hui, l'angoisse qui nous étreint, et c'est pour ça que ce problème-là nous met en face de cette angoisse et on n'a pas trop envie de le voir. Voilà. Et vous pensez que cette inquiétude, Guillaume Bigot, elle va faire partie des thèmes de la campagne présidentielle, ou bien on a le sentiment quand même, ou à contrario plutôt, que les Français ne s'en préoccupent que quand il y a un attentat, et puis qu'ensuite peut-être ils mettent le sujet de côté, faute peut-être de solution pour le régler?
Oui, c'est très juste. Votre remarque est très, très frappée au coin du bon sens. Il y a quand même c'est présent en tâche de fond. C'est pensez-y toujours, n'en parlez jamais. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est vraiment l'irruption de l'attentat qui rappelle ce qu'on n'a pas envie de voir. Pour répondre à la question de la présidentielle, le fait qu'il y ait ou non des attentats, et on sait qu'on rentre dans une zone de danger puisqu'on va arriver à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, et que dans la doctrine djihadiste, il y a disons, la volonté toujours d'utiliser les symboles, que ce soit des lieux d'ailleurs. Ils vont frapper de manière obsessionnelle aux mêmes endroits, ou alors pour marquer des anniversaires, etc. Bon, donc on sait que c'est une zone de danger, et l'approche de la présidentielle aussi. Donc là, bon, c'est quelque chose de dangereux. Il faut vraiment... Là, vraiment, c'est la phrase de Kennedy. C'est-à-dire, dans cette affaire de terrorisme, je suis bien d'accord avec Olivier Babot, il y a vraiment que la peur qui doit nous faire peur. C'est ça qui est à redouter. C'est que les gens perdent le pays perd son sang-froid, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais en fait, et donc il faut bien expliquer que ce n'est pas quelques centaines d'enfants en plus qui peuvent menacer le pays, mais qu'il pourra y avoir 10 attentats, 100 attentats, 1000 attentats. Ils ne vaincront pas de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il serait probablement mieux de préparer les populations, comme on sait très bien le faire en Israël, en disant, écoutez, c'est inévitable. Plutôt que de dire à chaque fois qu'il y a un attentat, mais que fait la police? Est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter? C'est vivre dans un rêve. C'est une guerre de 30 ans. Et cette guerre, elle ne va pas s'arrêter. Et ceux qui racontent qu'elle va s'arrêter sont des menteurs. Donc il faut préparer la population à rester ferme. Ils ne feront pas bouger un cil des Français qui doivent camper sur leur position, et nous les détruirons et nous vaincrons. Mais à la condition de garder confiance en nous. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.